Suisse vote sur les cornes des vaches et recompose son gouvernement sans faire la moindre vague, la France est au bord de l'implosion. 4 week-ends d'émeutes et de blocages, un pays paralysé, un président acculé. Les gilets jaunes et leur colère défient à la fois le système et ses institutions. De quoi les gilets jaunes sont-ils le nom? Le mouvement peut-il faire tache d'huile sur le continent? Et la Suisse est-elle à l'abri? Gilets jaunes, la révolution à nos portes? Ne manquez pas ce soir le débat d'infrarouge. Quatre semaines de blocage, 4 samedis de manifestations et d'émeutes dans les grandes villes de France et peut-être un 5e samedi à venir dans quelques jours. La colère est jaune d'un bout à l'autre de l'Hexagone et la révolution hebdomadaire n'en finit pas de gronder. Alors de quoi les gilets jaunes sont-ils le nom? La révolte est-elle strictement française ou le malaise est-il plus large? La Suisse est-elle à l'abri? Gilets jaunes, là j'ai oublié, on va recommencer, j'ai oublié, c'est la première fois de la saison que je rate mon début quoi. Ah, je ne pas rater mon début, pardon, je suis en direct, on ne va pas recommencer. Gilets jaunes, la révolution à nos portes, toutes mes excuses. C'est le débat d'infrarouge ce soir, bonsoir à tous. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est vrai, Nouria Gorité, vous avez beau rire. Merci à tous d'être avec nous et de ce début un petit peu chaotique. On va corriger le tir en étant direct ce soir, vous l'avez remarqué, donc réagissez, vos messages sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. On essaiera de vous donner un maximum la parole, à vous ainsi qu'à nos invités que je vous présente. Joséphine Wissen, retraitée française, gilet jaune. Gilet jaune de la première heure, elle nous dira ce qui l'a conduit à enfiler ce gilet, à aller investir les ronds-points. Joachim Son-Forget, député La République En Marche, bonsoir. Et à l'Assemblée nationale, vous représentez là-bas les Français de l'étranger et vous défendez l'action de votre président en toute bonne logique. Aristide Pedraza, fondateur du syndicat Sud. Il a rêvé du grand soir toute sa vie, il nous dira si ce grand soir est arrivé en gilet jaune. Olivier Meuvely, historien du PLR, il estime qu'Emmanuel Macron et les gilets jaunes sont les deux faces d'une même médaille, une forme de faillite des partis traditionnels. Marie-Hélène Mioton, éditorialiste, chroniqueuse, elle expliquera ce soir que le modèle suisse nous met peut-être à l'abri des gilets jaunes, mais qu'il est difficilement exportable. Et enfin, Nouria Gorité, présidente du Conseil d'État vaudois, socialiste, elle nous dira l'importance de ne pas oublier la périphérie quand on gouverne. Merci à tous d'être avec nous. Joséphine Wissen, c'est votre première télévision et je vous fais un début chaotique, je suis absolument désolé. Merci 1000 fois d'être avec nous ce soir pour représenter ces gilets jaunes. On sait que c'est compliqué de représenter les gilets jaunes parce que les motivations sont à peu près aussi nombreuses que les gilets jaunes précisément. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, avec votre mari, il y a un mois de ça, à aller investir un rond-point? Eh bien, nous sommes retraités. Donc moi, j'ai une retraite qui est moins de 1000 €. Et on s'est vu avec des taxes nous tomber dessus. On a voulu prendre la voiture, blanc, le gasoil, il y a eu des taxes dessus. Enfin bref, des taxes, quel que soit l'endroit où on se tournait, il y avait des taxes. Et une accumulation. Une accumulation. Et c'est vrai qu'à un moment donné, où on pète un câble, ou bien on agit. On a vu les gilets jaunes, on a dit, bon ben voilà, chaque personne en France a dans son coffre un gilet jaune. Il n'y en avait qu'un, donc on en a pris un pour deux. Après, on a pris deux. Et on avait une amie qui a dit, moi je viens avec vous au rond-point d'Étrembières. Ouais. Donc nous sommes allés à Étrembières. Juste à côté de Genève. Juste à côté. Le dit pour les gens qui nous regardent de plus loin. Et on a filtré les voitures. C'était bien, mais quelque part, je veux dire, la police, on travaillait avec et ils nous ont dit, c'est bien, mais il faudrait mieux laisser passer les personnes qui ont des enfants dans la voiture. Donc à un moment donné, on a laissé passer les voitures avec les personnes qui avaient des enfants. Il est vrai qu'il y avait des gens qui étaient n'arrivaient pas à comprendre, donc ils étaient violents et ils voulaient venir et nous foncer dessus. C'est arrivé. On a eu un monsieur qui était guadeloupéen, aussi large que grand, qui a fait un petit peu, on va pas dire la loi, mais qui a fait comprendre que c'était pas la bonne solution. Donc on est allé là-bas. Ensuite, on a regardé un peu à droite, à gauche où on pouvait se mettre. Il y a un rond-point maintenant à Bonn et nous sommes allés au rond-point à Bonn. Mais pour vous, c'est vraiment... Parce que je reprends ma question initiale. Vous dites, j'ai une retraite de moins de 2000 €. Par-dessus sont arrivées les taxes. Il y a un moment où on a dit, je pète un plomb ou je fais quelque chose. Exactement. Mais il faut savoir aussi que toutes ces taxes, M. Macron les a mises. Enfin, on en a eu derrière. Ouais.
avant. C'est pas. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je vais être une figure qui est beaucoup plus... Parce que c'est ce que je disais à votre journaliste qui m'a téléphoné. Ouais. Vous imaginez une bouteille de champagne et M. Macron, c'est le bouchon. Ouais. Vous avez bien secoué et à un moment, ça saute. Et il était sur le bouchon sur la bouteille, donc il a sauté. Mais c'est tous les présidents qui étaient en dessous qui nous ont pris vraiment pour des vaches à lait. Joachim Son-Forget, on connaît votre style, pas banal. On vous a suivi ces derniers temps sur Twitter. On se souvient que vous avez copieusement insulté Donald Trump. Est-ce que vous avez la même virulence que vous avez vis-à-vis des Gilets jaunes, vous qui représentez ce soir le président Oni? J'ai de la virulence contre l'extrême droite. J'ai évidemment pas de la virulence contre mes concitoyens. Mes concitoyens, je veux les écouter. J'ai été, non pas ici parce que les Français de Genève, c'est une réalité un peu différente, vous comprenez, mais je suis allé dans mon département d'origine, la Haute-Marne, pour, dès le samedi 17 novembre, voir les Gilets jaunes sur les ronds-points. J'ai vu plein de gens, des gens honnêtes, qui avaient des vrais soucis, qui avaient des vraies difficultés et qui, très franchement, en plus, n'avaient rien contre la transition écologique et qui faisaient des suggestions très intéressantes sur des améliorations qu'on peut faire au niveau politique. J'ai entendu les gens, j'ai fait remonter leurs soucis, je les ai même exprimés sur des plateaux télé et dans ces circonstances, ça s'est bien passé. Maintenant, je crois que les annonces du président, on y reviendra peut-être, mais les annonces du président, pour moi, elles ont été à la hauteur de vos attentes sur le pouvoir d'achat. Et on les laissera répondre peut-être s'ils ont été à la hauteur des attentes. Et en ce sens, je pense que maintenant, il faut que chacun soit responsable, que ce pays doit rester aussi dans les limites de l'état de droit et qu'on ne vous laisse pas juste avec des mesures en disant on va ajuster ça, ça, ça et ça. Et du reste, cette augmentation du SMIC, c'est du jamais vu. On a pris en compte votre situation de petite retraite en rehaussant le seuil à partir duquel la CSG serait augmentée, 2 000 €. Par ailleurs, on a dit qu'on allait faire des consultations. Ces consultations, elles vont commencer avec vous, avec l'ensemble de la population. On va laisser répondre Joséphine Visson, mais d'abord juste un mot. C'est l'échec, alors certes, peut-être d'un certain nombre de gouvernements précédents, mais c'est aussi l'échec de votre politique qui est dénoncé. D'ailleurs, même Emmanuel Macron l'a reconnu lui-même dans son allocution lundi soir, suivi par 23 millions de Français, plus que la finale de la Coupe du Monde. Il a dit on a sous-estimé la détresse. Est-ce qu'il y a un mea culpa ce soir quand même? Mea culpa, c'est pas le bon mot. C'est qu'il y avait peut-être une écoute insuffisante, c'est certain. Et si vous voulez, qu'est-ce que je peux vous dire? Simplement que c'est ce qu'on voulait faire déjà pour les Français, cette hausse du pouvoir d'achat. C'est le sens de l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse, de la suppression des coûts de la sécurité sociale pour les étudiants, qui compense largement la baisse d'APL. Vous avez été incompris, c'est ça? Non, c'est juste que cette augmentation du pouvoir d'achat, nous l'avons planifiée de manière responsable, plus progressif que ce qu'on va faire là finalement, pour des raisons de sérieux budgétaire également. Mais j'entends la détresse, j'entends l'urgence pour beaucoup de nos concitoyens, d'où les mesures plus rapides qui sont prises. Et je pense qu'il ne faudra pas juste faire ça. Je suis d'accord avec vous, madame. Il faudra qu'on discute pour vous aider pour plein d'autres choses. Moi, j'ai entendu des gens qui voulaient, par exemple, installer des panneaux solaires chez eux pour diminuer leur facture d'électricité, qui voulaient mettre des doubles vitrages parce que chez eux, ça ne chauffe pas bien, parce que c'est une passoire énergétique, comme on dit, mais qui avaient des obstacles normatifs et de coûts pour pouvoir faire des choses. Et ça, je pense que là, on a encore beaucoup de choses à faire, mais il va falloir aller dans les détails du quotidien des Français. Alors, Joséphine Visson, vous n'êtes pas venue toute seule ce soir, vous êtes venue avec 2 autres gilets jaunes qui sont avec nous dans le public. On a Angéline Verbruge, merci d'être avec nous, et Abdeslam Hamouche. Abdeslam Hamouche, est-ce que vous avez été entendu par Emmanuel Macron? Il vous convainc, Joachim Son-Forget? Je vais juste, d'abord, je vais faire une parenthèse, une pensée pour les familles des victimes qu'il y a eu à Strasbourg hier soir, les familles et les victimes. Pour revenir à ce que vous dites, les Français, ils ne font pas l'aumône. Pour moi, les mesures qu'il a prises, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme il l'a dit lui-même. C'est quoi cette politique de donner des aides et reprendre en même temps? Ça sert à rien. Les gens, ils veulent pas de l'aide. Ils veulent pouvoir vivre de ce qu'ils gagnent. Et c'est pas quelque chose de plus profond qui est demandé par ces gens depuis un mois? Mais on peut pas dire que c'est repris en même temps, parce que cette augmentation de SMIC, elle ne sera pas sujette au même prélèvement. C'est pas une augmentation du SMIC, c'est la prime d'activité qui l'a mis. Sans rentrer dans faut dire la vérité. Ça change le seuil d'imposition. Ça ne rendra pas les gens. Ça va changer le seuil d'imposition. Ils vont payer plus d'impôts à la fin de l'année. Juste un point qu'il faut avoir à l'esprit, même si j'ai fait un début d'émission un peu chaotique, on est quand même dans une émission en Suisse où on regarde ce qui se passe en France, donc tout le monde n'est pas forcément au fait de tous les mots, les technicités, la CSG, la taxe d'habitation, c'est pas extrêmement clair pour tout le monde. Ce qu'on peut essayer en revanche de comprendre dans ce qui est dit là,
dans ce que vous dit Abdeslam Hamouche, Kinson Forget, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond que 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Et Monsieur Hamouche, il a raison sur le fait qu'il y a un malaise plus profond, et ce que vous venez de dire avec vos propres mots. Ce malaise plus profond, on ne le laisse pas de côté en annonçant les quelques mesures que vous avez entendues par voie de presse et dont on vient d'esquisser les contours. Nous avons dit qu'avec le président, dès le début d'année, nous allons avoir des débats citoyens qui vous incluent, bien sûr, parce qu'il y a de nouvelles formes d'engagement dans notre pays. Moi, je pense que les Gilets jaunes, et je vais être provocateur, c'est la même forme d'expression qu'En Marche. C'est quelque chose qui vient de la base, qui vient des citoyens, et de citoyens qui ne veulent plus autant d'intermédiaires que par le passé, parce que parfois, via ces intermédiaires, ils étaient trahis. Et ça, je peux le comprendre. C'est pour ça qu'il faudra d'autres formes d'engagement et les respecter, votre engagement. Je le respecte. De vous croire. En 18 mois, ce qu'il y a eu là, c'est difficile de vous croire. Abdeslam Hamouche, on laisse juste répondre Joséphine Vicenne si vous êtes d'accord. Joséphine Vicenne, vous voulez réagir? Alors moi, là, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est vrai quand vous avez envie de faire plein de choses, mais quand on vous dit que les retraites, vous augmentez le SMIC, soit, on va dire, mais les retraites, vous ne les augmentez pas. Les retraites sont... Non, vous enlevez la CSG, bon, bah, c'est bon. Faire face aussi à une réalité démographique, je vous ai madame. laissé parler, monsieur, j'aimerais parler. Donc, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut faire, c'est que ces petites retraites, parce qu'il y en a qui ont 500 euros, monsieur. C'est pas énorme. Faire l'augmentation avec le coût de la vie, comme on le fait avec le SMIC, pourquoi les retraités n'ont qu'une misère en guise d'augmentation? Ça, c'est pas juste, ça, c'est pas normal. Je vous assure que moi, j'ai vu des personnes pleurer dans ce rond-point parce qu'ils étaient incapables d'acheter un paquet de bonbons à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'est pas normal. Il faut, si vous augmentez les retraites, faut pas se dire, oh bah, ils ont travaillé, maintenant ils sont plus bons à rien, quoi. C'est comme ça qu'on le ressent. Moi, en tant que retraité... Alors, on va essayer de comprendre, Joséphine, tous les tenants et les aboutissants du mouvement, ses objectifs, sa forme complètement inédite ou à peu près inédite, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis le 17 novembre. Tout le monde n'a peut-être pas tout suivi. On va essayer de revenir sur ce mois de révolte absolument hors du commun avec Christophe Sirot. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge. C'est l'histoire d'un coup de force. Tous les députés du mouvement En Marche, on va les chercher chez eux. On va se battre maintenant et on sortira les armes s'il faut. Une colère monstre que le président Macron tente tant bien que mal d'apaiser après un mois de blocage et d'émeutes. Mon seul souci, c'est vous. L'histoire d'une fronde inédite, des anonymes hors de l'emprise des partis et des syndicats qui freinent le trafic et prennent la rue. Un vent d'insurrection parti des villes de province et qui converge tous les samedis vers la capitale, Paris, la lointaine, qui ne les entend plus. Ils n'en ont rien à foutre de nous. Ils vivent sur notre planète que nous. Ils se mettent pas à notre place, ils n'ont jamais gagné 1300 balles par mois. Donc ils savent pas ce que c'est que la pauvreté et la misère des gens. À l'origine du mouvement, cette pétition en ligne. Plus d'1 million de signatures depuis le mois de mai pour réclamer une baisse des prix à la pompe. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes. Et c'est cette vidéo d'une mère de famille bretonne, Jacqueline Moureau, avec ses 6 millions de vues, qui finit de convaincre les Français d'enfiler le gilet de la colère. Je suis un pacifiste de base, mais au bout d'un moment, on en a marre et on capte que c'est que par la violence que le gouvernement recule. L'histoire d'une colère confuse, une liste de 42 revendications aussi hétérogènes que contradictoires. Parmi d'autres, on réclame le référendum populaire, d'interdire les délocalisations, une taxe sur le fioul maritime et le kérosène. L'Arc de Triomphe! Une colère déstructurée où s'invitent les extrêmes, à gauche comme à droite. Les casseurs de l'Arc de Triomphe, des quartiers UP ou des figures ultranationalistes comme Yvan Benedetti. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel Macron? Vous avez vu ce que vous avez fait? L'histoire d'une révolte moderne avec ses nouvelles armes de déstabilisation, les fake news et leur messager emblématique, Maxime Nicole, qui relaie à grande échelle rumeurs et théories du complot. Une crise qui précipite des centaines de milliers de sans-voix dans la rue. Et au milieu de la casse, malgré les débordements et les récupérations, un cri résonne toujours, celui d'une France qui se sent plus que jamais méprisée par les élites.
Aristide Pedraza, on a ici une colère organique, populaire, spontanée, horizontale. Vous avez rêvé du grand soir, de la Révolution toute votre vie. Comment est-ce que vous accueillez tout ça? Avec joie, d'abord. Avec joie, parce que c'est une création qui est presque une création politique et que toutes ces femmes et ces hommes qui font les Gilets jaunes nous apprennent chaque jour. Et vous nous bouleversez profondément, y compris dans nos cadres théoriques, y compris dans nos instruments d'analyse. C'est ça, vous êtes un théoricien quand même, vous êtes issu d'une école, vous avez beau être anarcho-syndicaliste, tout ça est extraordinairement pensé, il y a une sorte de différence incroyable avec ce mouvement qui est d'une spontanéité à peu près inédite, je disais. Moi, je commence dans la défense des travailleuses et des travailleurs à 7 h du matin, je finis souvent après 22 h, je suis un retraité qui a une petite retraite pour vivre et je sens battre mon cœur au même rythme que ces gens. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se garder de parler de quelque chose qui est une création, quelque chose, comme dirait Castoriadis, une création politique, au bon sens du terme, au sens ouvert du terme, avec de vieux mots. Mais ce que les Gilets jaunes incarnent d'abord, c'est la République des origines, la grande République de 1789, de 1790, de la montagne, des sectionnaires parisiens. C'est la colère du peuple, mais c'est aussi la revendication du peuple. Et le peuple porte une revendication raisonnable. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre de ce que nous gagnons. Nous sommes des gens qui créons la société, qui l'instituons. Je veux dire, et les élites, l'oligarchie, pour tout dire, l'oligarchie n'entend cela que lorsque le rapport de force met en avant la crise du régime. Et c'est cela que nous avons. Je veux dire, une crise du régime, une demande raisonnable du peuple. C'est ça la demande raisonnable? Nous voulons vivre? Oui, Joséphine Wissel? Mais il faut savoir que nous, les Gilets jaunes de base, on n'est ni politiciens, ni syndicalistes. On est Vous êtes des gens. Les gens. On est des personnes. On est des êtres humains. Par exemple, là, on m'a parlé de référendum initiative citoyen. On va en parler puisque ce modèle suisse est beaucoup brandi sur les ronds-points. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas faire comme ça. Dans la Constitution, chez nous, elle est notée, vous êtes au courant. Donc c'est quelque chose qu'on demande, mais qu'on aimerait qu'on puisse nous donner un mot et quelque chose de dire, voilà, c'est nous qui venons avec vous. On n'est pas tout seul, je veux dire, avec vous. On vous dit, voilà, ce que vous faites, c'est bien. Mais si vous devez réviser votre copie, eh bien, si nous, on fait notre référendum et qu'on dit non, révisez la copie et refaites-la. On ne peut pas limiter les Gilets jaunes au pouvoir d'achat, Abdeslam Amouchou ou Angéline Ferbruge. On ne peut pas. Il y a à la fois les gens on veut vivre et on veut être reconnu, exister, peser et que notre voix compte dans la société. C'est ça l'idée. En fait, voilà, on veut vivre de notre travail. Et le problème, c'est qu'on veut qu'on nous écoute. Pas qu'on nous entende, qu'on nous écoute. C'est pas la même chose. Le gros problème, c'est que maintenant, on a des personnes qui alors, on est en train de crever de faim. Je vais prendre les vrais mots. Et à côté de ça, on a des hommes politiques qui gagnent déjà 5 000 € par mois et qui augmentent leur salaire de 20%. C'est faux. Si, c'est vrai. Et donc, de 5 000 € par mois, ça passe à 9 000. Et encore sans les indemnités. Mais nous, à côté de ça, on ne gagne même pas... Moi, je suis une mère de famille. J'ai 2 enfants. C'est pas vrai ce que vous dites sur notre indemnité de paiement. Je fais 12 heures... Laissez-moi finir. Je vous ai laissé parler. Oui, mais c'est un mensonge. Je peux pas... Vous allez pouvoir le corriger si je sentais que c'est un mensonge. D'accord. Je commence mon premier travail à 7h30 le matin. Je ne finis pas avant 18h30 le soir. Je suis avec les enfants le matin, le midi et le soir. Entre-temps, je suis avec des personnes âgées, monsieur,
qui n'arrivent même pas à se nourrir. Même moi, des fois, je leur fais à manger chez moi et je leur ramène chez eux tellement j'ai mal au cœur de ça. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous, là, on est en train de survivre. Mais là, on est tous solidaires. Et là, on fait tous front. Et nous, on veut être acteurs de notre destin. Donc maintenant, on ne veut plus que ce soit vous qui décidiez. On va entendre tous nos invités, parce qu'ils sont nombreux. Ils n'ont pas encore ouvert la bouche autour de la table. Mais un mot encore, Joachim Son-Forget. Après, peut-être, je vais vous oublier une minute. Juste un mot. Donc, que je comprends évidemment. C'est normal. Est-ce que ça va suffire de lâcher 10 milliards? Que je comprends la détresse et que je sais qu'il faut faire encore plus. Je n'accepte pas qu'on mente sur le fait de mon indemnité parlementaire, qui est de 5 000 euros, 5 100 euros net, qui n'augmentera pas à 9 000 euros. C'est faux. Nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément M. Darmanin. On parle de principe, encore une fois. Non, ça, ce sont des fake news. On a entendu beaucoup parler du train de vie du pouvoir. De parlementaire et le salaire d'un ministre. Je suis désolé, il n'y a pas d'augmentation. Notre régime de retraite a été aligné sur le régime général. C'est une des premières mesures que nous avons prises. Je vais vous dire, j'avais la possibilité éventuellement même de prendre une complémentaire, comme beaucoup de mes collègues. J'ai choisi de ce sera difficile pour les Gilets jaunes d'être entendus. Joachim Son-Forget, si vous êtes d'accord... C'est la vérité. Si vous êtes d'accord... Factuel, vous pouvez vérifier. Si vous êtes d'accord, Nouria Gorité. On n'a pas le droit de les avoir. Nouria Gorité, vous êtes présidente d'un exécutif, vous êtes présidente du Conseil d'État vaudois, vous êtes ministre, vous aussi, c'est comme ça qu'on appelle nos conseillers d'État, en tout cas dans l'arc lémanique. Comment est-ce que vous, vu de Suisse, si on les appelle les ministres par facilité, Marie-Hélène Mioton, comment est-ce que vous comprenez, Nouria Gorité, cette colère? Comment est-ce que vous l'analysez sans avoir le nez dans le guidon? Je crois que le débat qui s'instaure entre, disons, voilà, les représentants de la politique et puis les représentants du peuple montre l'abysse qu'il y a entre, disons, on va dire les élites, pour faire simple, politiques. Il y a une distance qui s'est instaurée en France avec une centralisation, avec une appropriation des institutions par une classe politique très bien formée, très parisienne, très, on va dire, appartenant un peu au même coterie. Hein. On voit bien dans ces ministres, on nous sort d'ailleurs souvent des photos où on voit qu'ils appartenaient tous ou presque à la même volée de l'ENA. Et on a le sentiment d'une collusion comme ça de gens entre eux très bien formés, très bien aisés. Et il y a eu une distanciation, mais phénoménale, avec les territoires, comme on dit en France, avec les gens. Vous en connaissez avec les travailleuses, avec les territoires. Travailleurs, avec les salariés, avec les chômeurs, avec les retraités. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, c'est cette crise de la représentation. Je crois qu'en France, vous vivez une crise institutionnelle très grave. Les Français ne croient plus en leurs élites. Il y a une vraie problématique de représentativité de ces élites. Il y a un autre problème, c'est effectivement un éloignement de la base. Vous l'avez dit, La République En Marche, son ADN, c'est précisément de s'affranchir des corps intermédiaires, de mettre à mal les partis politiques, de mettre à mal les organisations syndicales, de mettre finalement le président face au peuple. C'est ce qu'il a. Aujourd'hui, il est face à ça. C'est-à-dire, c'est la résultante d'une démarche. Et aujourd'hui, c'est le moment de vérité, en fait. Oui, mais la difficulté, voyez-vous, elle est pour ces gens parce que dès lors qu'il n'y a plus d'organisation syndicale, il n'y a plus de partis politiques qui sont susceptibles en ce moment d'être les porteurs, les représentants de leurs revendications, ça veut dire que la négociation, elle va être très difficile. Vous appelez de vos voeux une négociation, je constate qu'elle vient relativement tard. Moi, j'ai regardé M. Macron l'autre jour à la télévision. C'était quand même une pantomime. Hein. On avait affaire à quelqu'un qui n'était pas exactement dans une spontanéité, dans une démarche. Voilà. Et je trouve que ça ressemblait beaucoup à l'improvisation. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a explosé les partis ou est-ce que c'est les partis qui ont explosé et puis qui ont fait émerger Emmanuel Macron? Il y a eu des co-responsabilités, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas seulement effectivement dans une revendication du pouvoir d'achat, elle est légitime. Il y a une aspiration à vouloir travailler, à simplement être... Vivre, disait Aristide Pédraza. Oui, d'être dans sa dignité de travailleur. Ouais. C'est-à-dire de pouvoir s'affranchir autant que faire se peut des aides sociales. Il y a une aspiration de justice sociale. Il y a une répartition très inégalitaire des richesses en France. Moi, j'ai constaté avec bonheur qu'en Suisse, le dernier rapport montre qu'on tend plutôt à raccourcir, à diminuer ces inégalités. Elles sont existantes chez nous, on y reviendra sans doute. Mais il y a surtout aujourd'hui, moi je sens de votre part une très forte volonté de reprendre le contrôle démocratique. Et c'est de ça dont
Vous faites le même constat, Marie-Hélène Mioton, vous qui n'êtes pas exactement du même bord politique que Nouria Gorité? Tout à fait. Je crois que face à la révolte des Gilets jaunes, d'abord, on est pris par l'émotion de toute une catégorie de population qui vit dans les territoires, qui ont été abandonnés par Paris, où il n'y a plus de moyens de transport public, qui ont besoin de la voiture, mais on taxe la voiture pour peut-être d'excellentes causes. Mais il faut aussi regarder les conséquences que cela a. Dans des territoires où il n'y a plus d'offres culturelles ou de loisirs, dans des territoires où la voiture est indispensable pour continuer à vivre. Ensuite, donc ça c'est un problème de décentralisation qui n'a pas fonctionné en France, au point qu'on se demande si elle est vraiment voulue. Ensuite, il y a ce problème d'une extrême fiscalité. Vous savez, on dit toujours, c'est un joli petit mot qu'on devrait breveter, il faut prendre rouillat. Il faut prendre rouillat, c'est un... Bon. Mais prendre rouillat, ça sert à rien. Il faut donner à tous la possibilité de vivre avec son travail. C'est le b.a.-ba de l'estime de soi, de se dire, et de l'estime qu'on nous porte, du respect. Or, là, avec toutes ces taxes et déjà un pouvoir d'achat extrêmement bas, on est à la limite. Ensuite, il y a un autisme des élites de l'oligarchie. Un autisme, c'est même plus on nous entend plus, on nous écoute plus, c'est de l'autisme. Tout le monde dit ces choses depuis longtemps. Et de quoi on s'occupe? De voter l'interdiction de la fessée. J'ai rien pour la fessée, c'est pas ça. Mais très franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. On s'occupe... Monsieur, laissez-moi finir. Monsieur, nous ne sommes pas en France. Nous ne sommes pas en France. Chacun parle en respectant la parole des autres. On s'occupe de choses sans importance. Dans une assemblée vide, il faut voir que cette crise de représentativité, elle est aussi dans le mépris des corps qui sont censés représenter le peuple. Vous regardez à combien de voix sont prises les décisions à l'Assemblée nationale. Mais les 2/3 du temps, c'est à 50 personnes sur 577. C'est toujours vide. C'est une honte. C'est toujours vide. C'est une honte. On va laisser répondre Joachim Forget parce qu'il est directement concerné, il y siège. C'est un argument démagogue. C'est un argument démagogue, madame. C'est un argument démagogue parce que... Dites-nous pourquoi. Parce que dans l'hémicycle, les gens, les députés sont tous là, excusez-moi, pendant les questions au gouvernement, puis pendant le travail des textes de loi. En même temps, vous avez des commissions qui tournent, vous avez des rendez-vous individuels, vous avez des présences en circonscription et vous avez une organisation de tous les partis pour que chacun assure ses permanences en essayant de tenir la majorité. Et il y a ce jeu même où certains partis, voyant qu'un parti est moins présent tel jour, va ramener ses troupes, etc. Bien sûr qu'il n'y a pas que l'hémicycle. La vie d'un député, c'est évidemment pas que dans l'hémicycle. C'est une caricature de la vie parlementaire. Il y a un mot qui a été assez fort qui a été prononcé par Marie-Hélène Mioton, c'est l'autisme. Pardonnez-moi, quand on décide dans le même geste, ou quasiment, de supprimer, même si on reste sur le plan des symboles, l'impôt de solidarité sur la fortune, l'impôt sur la fortune, et de taxer l'essence, dont on sait très bien que ça va atteindre les plus pauvres, est-ce qu'on n'est pas là complètement enfermé dans une forme d'autisme? Est-ce que l'impôt sur la fortune, pendant plusieurs dizaines d'années, a aidé la France à aller mieux, ou est-ce qu'elle a aidé les grandes fortunes françaises à venir au forfait fiscal? Ce n'est pas la question que je vous pose. Voilà la réponse. La réponse, c'est qu'il y a un problème dans la façon dont on fait tourner notre économie. On a besoin de réattirer les capitaux français en France. Pour cela, il faut qu'ils soient investis de la bonne façon. Vous aurez noté que l'impôt sur la fortune a été transformé en impôt sur la fortune immobilière. Parce qu'il ne faut pas encourager la spéculation sur les bulles immobilières. On l'a vu, l'Espagne l'a fait, ça a été un désastre. Et ce dont on a besoin, c'est de faire revenir des capitaux dans l'économie. Avec la bourse. Si vous voulez qu'on augmente... La bourse, vous êtes d'accord qu'ils gagnent de l'argent? Si vous voulez qu'on produit rien du tout. Là, vous avez raison sur quelque chose. Vous avez raison sur quelque chose, c'est que certaines élites, pendant des dizaines d'années en France, vous ont trahi par des excès de salaire mirobolants, par le fait de payer son mariage avec l'argent de la boîte, qu'on a déjà des dizaines de millions tous les ans. Oui, vous avez raison. Vous une seule question. Vous avez raison pour ça. Vous trouvez normal que c'est déraisonnable. Vous trouvez normal que vous, s'il y a un décès dans votre famille, c'est nous, avec nos impôts, qui payons les obsèques. Vous trouvez ça normal, vous? C'est un exemple tout simple, il y en a plein. Vous avez raison sur le fait qu'il y avait des privilèges. Oui ou non? Dites-moi juste il y avait des privilèges associés à la fonction parlementaire qui étaient excessifs. Nous en avons supprimé une très grande partie en arrivant. Par contre, vous dites moi, je
pense pas que ce soit déraisonnable comme parlementaire de gagner ces 5 000 € avec le niveau d'études et l'engagement que j'ai jour et nuit, tous les jours pour la France. Olivier Meuvely, on va essayer de ramener chaque fois de ramener ce débat, j'allais dire à un niveau helvétique, ou dans un style peut-être un peu plus helvétique. On a prononcé le mot élite ce soir. Je vais vous donner le mauvais rôle. L'élite, c'est vous, pardon. Mais vous êtes l'historien du PLR, le grand vieux parti. Vous avez été vice-directeur de l'USAM, fêtière patronale. Ce sont vos homologues. C'est de l'échec de vos homologues français dont on est en train de parler. C'est comme ça que vous le... Qu'est-ce qu'ils ont raté? Mais le vide politique qui s'est créé, et tous les témoignages qui ont été apportés le confirment, cette crise de la représentativité, ce vide politique qui s'est installé en France, mais et qui s'installe aussi dans d'autres pays. On voit l'Allemagne actuellement avec les deux grands partis populaires, le SPD et la CDU, qui s'effondrent littéralement. Et je n'ose imaginer ce qui pourrait se passer si ce mouvement devait continuer. Au profit de formations plus Alors voilà, et là droitières. on arrive précisément sur le problème de ce vide politique qui est réinvesti par d'autres moyens aujourd'hui. Et le problème vient du fait aussi, alors le mot autisme est intéressant. Plus modérément, j'aurais utilisé le terme de cécité, parce que ces problèmes, on dit, on ne les a pas vus venir, les Gilets jaunes. En fait, on aurait ouvert les yeux, on les voyait venir depuis très longtemps. L'ennui, c'est que ces mouvements ont été systématiquement évacués, et c'est là qu'arrive la crise des élites de gauche et de droite d'ailleurs, les deux. C'est-à-dire que c'est... Alors longtemps, ça venait plutôt de droite. Alors, fasciste. Alors évidemment, il fallait éliminer tout ce qui était porté par les porte-paroles de l'extrême droite parce que c'était fasciste, inacceptable. Puis il y a eu un glissement, c'est que ces thèmes ont été repris mais différemment à gauche. Les indignés, par exemple, après la crise de 2008-2009. Et là, on a également repoussé ces demandes, ces appels à l'aide souvent, sous prétexte que c'était des utopistes, donc peu utiles à la démarche. Et en même temps, ces élites tant libérales que socialistes, dans les grands sens larges de ces termes-là, continuaient un discours prétendument complexe, ou qui voulait expliquer la complexité, mais avec des termes, je dirais, des ritournelles qui revenaient. C'était le néolibéralisme par-ci, ou bien le néo tout ce qu'on veut, si bien que, pour finir, il n'y avait jamais de réponse. Donc ce vide politique a été attisé, l'effondrement des partis politiques qui remonte depuis très longtemps, et dès lors maintenant arrive ce vide, d'où l'appel à une démocratie, on reverra sur le cas helvétique, mais avec le problème de culture politique en Allemagne ou en France, où ce sentiment émerge, mais où la culture politique interne n'est pas forcément portée sur ce type d'expression démocratique, d'où d'autres questions qui sont assez passionnantes, et peut-être pour une fois les Suisses seront écoutés autrement que comme ces dangereux individus qui font voter les gens sur On va en parler pendant la fin de cette émission. Je vous donne la parole. Oui, Joséphine Vicenne, réagissez. Vous attendez depuis longtemps. Alors moi, ce que je voulais vous dire, que comprenez-vous quand on vous dit écoutez et entendez? Moi, je vais vous dire, quand je vous parle, je vous dis on n'a pas assez d'argent, vous me parlez écologie. Alors, personnellement, je viens d'une région, je suis partie du Nord, je suis allée en Alsace. L'écologie, on a commencé alors, avant même que mon fils vienne au monde. Il est venu en 85 et moi j'étais là-bas en 78, excusez-moi. Ça va, 78 on comprend, on est habitué. Donc on avait commencé le tri sélectif. C'est bien écologique ça. Donc on l'a commencé en Alsace. Mais là-bas, tout ce qui est social est différent de la France. Il faut que vous sachiez que la sécurité sociale... On va reparler suisse, c'est 95%. D'accord? On est remboursé, on a 15% qui est pris par la complémentaire. Tout le restant, c'est dans nos cotisations sociales. Personne ne s'en est plaint. Personne n'a rien dit quoi que ce soit. Ici, maintenant, on nous enlève toutes les cotisations. On se dit comment ils vont faire pour payer les retraites. On comprend maintenant pourquoi vous ne pouvez pas les augmenter. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse reporter mes propos. On aimerait qu'on comprenne que de retirer des cotisations, c'est bien, mais ne pas n'importe lesquelles. Tout ce qui concerne la santé, c'est important. Joachim Son-Fondré. Ça, c'est important, ce que me dit madame, parce que ça me donne l'occasion d'expliquer peut-être plus simplement que certains de mes collègues l'ont fait, même peut-être moi-même avant, mais je l'utilise dans ma campagne pour l'expliquer. C'est la continuité d'un travail où il fallait libérer le milieu du travail pour que
le financement de la sécurité sociale ne pèse pas autant sur les travailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a supprimé les cotisations sur le milieu du travail pour l'employeur et pour l'employé, pour qu'ils puissent plus employer, pour qu'ils puissent mieux payer. Et derrière, par contre, l'argent, il faut quand même le trouver. Vous avez une population qui est vieillissante. Mais c'est affreux, pardon, mais c'est affreux quand on vous dit, vous nous parlez d'écologie, mais on vous parle de fin du mois. Non, mais je réponds à la dernière question de madame. Et vous êtes obligé quand même de le trouver, l'argent. Donc il faut l'étaler sur une base plus large, une assiette plus large. Sinon, on ne peut pas tirer par les deux bouts. Sinon, il fallait augmenter la TVA comme M. Fillon le conseille. Du reste, on évite de parler d'autisme comme lui, parce qu'on insulte beaucoup de gens. Et par ailleurs, quand vous me dites on oppose l'écologie au niveau de vie des gens, moi je ne crois pas. Mais par contre, je pense qu'on l'a peut-être pas assez bien accompagné, qu'il faudra mieux l'accompagner, parce que j'ai entendu des gens qui voulaient faire des choses, parce qu'ils avaient... Dans les Gilets jaunes, j'ai pas vu de gens qui étaient contre l'écologie, moi, dans les gens avec qui j'ai parlé. J'ai vu des gens qui voulaient participer, mais auxquels on mettait des obstacles, comme je vous disais, des barrières normatives ou financières pour le faire. Et ça, je trouve que ça, c'est un problème très français. Mais moi, je pense pas qu'il faut opposer les deux. Il y a quand même une urgence, madame, vous vous rendez compte. Vous savez que dans la vallée de l'Arve, à côté, parce que tout le monde prend sa voiture et que les politiciens ont eu aucune vision pour permettre des déplacements en commun, de nouveaux modes de transport, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent prématurément. On va en rester là pour la vallée de l'Arve, si vous êtes d'accord. Non, mais ce que je... Nouria Gorité, j'ai une remarque d'internaute Delphine Oxner sur Facebook qui nous dit « C'est contre l'ultralibéralisme que le peuple se révolte ». On n'est pas en train de parler de vide des partis ou de faillite des partis, on est en train de parler d'un modèle global, là, et ça va me permettre d'élargir assez rapidement au reste de l'Europe et du continent, pour sortir de la stricte CSG. C'est ça ? Je crois véritablement que le mouvement, ce cri qu'on entend, c'est pas un appel à moins d'État. Hein. C'est exactement l'inverse. Je crois que ce qu'ils disent depuis le début, c'est quoi? C'est vous avez désengagé les territoires en n'investissant pas. Il faut voir l'état du réseau ferroviaire en France. En 100 ans, il faut entendre ça. Il y a eu une diminution de moitié du réseau ferré français. Et ça ferme encore les lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France... Et on ferme encore des lignes, rajoute Abdeslam Hamouche. Exact. Et des gares, désaffectées. Oui. Mais pas n'importe où. On a concentré les moyens, parce qu'en France, il y a des moyens. C'est un grand pays. Il y a des fortunes, il y a des gens qui gagnent leur vie. Mais il y a une hyper concentration de moyens dans les villes, dans les agglomérations. Les gens gagnent de l'argent. Et oui, absolument. L'argent ne s'envole pas, monsieur. Il change de poche. Oui. Et donc, on a concentré ce développement des services publics principalement dans les centres urbains et périurbains. Et aujourd'hui, on entend une autre France. C'est celle qui n'est pas desservie par les transports publics. Mais comment peut-on faire reproche à quelqu'un comme madame d'utiliser sa voiture pour aller gagner sa vie quand elle n'a pas d'alternative? Quand elle n'a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. En augmentant une taxe sur la voiture, c'est une réalité que vous connaissez à plus petite échelle dans le canton de Vaud. C'est pourquoi je plaide. Je défends exactement la politique inverse, à savoir que je veux une écologie encourageante, pas punitive et antisociale. J'ai pas à punir madame parce que les pouvoirs publics ont fait que madame habite dans une région où les pouvoirs publics n'ont pas investi pour lui offrir une alternative à la voiture. On ne réussira pas la transformation environnementale par des mesures antisociales. Alors il y a un point qui mettra tout le monde d'accord, je pense, autour de cette table, c'est que s'il y a une chose qu'il faut laisser aux Gilets jaunes, c'est précisément le gilet jaune, c'est probablement le geste de marketing politique le plus efficace depuis Chirac et manger des pommes, on imagine. Très fort. C'est tellement fort que ça c'est en train de faire école un petit peu à gauche, à droite, la preuve avec Christophe Sirot. Après Paris, Bruxelles. Ici aussi, on dénonce une baisse du pouvoir d'achat. Les taxes doivent diminuer, les TVA, on en a ras-le-bol de tout ce qu'on paye, on ne fait que ça, payer. Quelques centaines de gilets jaunes belges, empêchés de s'approcher du siège de l'Union européenne, ont promis de revenir ce samedi. Belgique, Pays-Bas, le gilet jaune est un peu partout en Europe. Au Monténégro, il prend un autre sens sur le dos des opposants pro-russes. Au début du mois, au Parlement de Serbie, le député de la droite nationaliste Boško Obradović le porte pour réclamer un prix de l'essence plus juste. Le jaune, couleur de la colère hors de l'Europe aussi. En Irak, des manifestants tentent de prendre d'assaut le bureau du gouverneur à Bassora. Ils réclament de l'eau, de l'électricité, vêtus de ce qui est désormais le symbole de la lutte des oubliés.
Olivier Meuvely, on va essayer de dézoomer un peu. Là, on a vu des gilets jaunes au sens strict qui sont en train de faire école un peu partout. Mais au-delà même des gilets jaunes, est-ce que, à l'étranger, est-ce que porter un gilet jaune en France ou voter Cinque Stelle, mouvement 5 étoiles en Italie, c'est la même chose? Il y a des similitudes indiscutablement. Et le problème, c'est que justement, jusqu'à ce jour, on s'est toujours rabattu sur des termes qui sont censés tout expliquer, et on vient de recommencer. On a atteint le point Godwin, l'émission a commencé depuis un petit moment, et arrive enfin l'ultralibéralisme comme le spectre absolu, l'horreur incarnée. Je crois que ça fait partie du problème, évidemment, mais ce n'est pas tout. Je pense qu'on n'arrivera jamais à comprendre ce problème de dignité qui a été évoqué, ce problème de respect qui est attendu de la part des gens, si on se concentre sur une cible et qu'on croit pouvoir expliquer tout par là. Je pense que le problème est plus large. Alors on peut prendre un tas de mots en isme, mais qui aussi ont une histoire et ont aussi influé sur les comportements, tout le postmodernisme. Le rejet des frontières nationales, par exemple, eh bien, la déshistorisation de l'individu, la déterritorialisation de l'individu aussi, tous ces grands mouvements qui avaient une dose légitime de lutter contre le nationalisme, etc., etc. L'ennui, c'est qu'on a créé là un grand écart entre les individus qui vivent dans des régions, dans des territoires, et puis alors d'autres visions du monde qui se sont après incarnées dans ces élites que l'on dégomme. Et là, il y a un vrai problème. Et cette notion de dignité sera une notion d'identité. Et aujourd'hui, on le voit, bien sûr, cette identité a été rappelée sur le temps national par les milieux de droite ou très à droite, mais on voit que l'identité revient sous d'autres formes également à gauche aujourd'hui, souvent contre Bruxelles aussi, où on veut restaurer des frontières, pas pour les migrants, mais contre les flux financiers. Enfin, on voit ces discours qui s'entremêlent et qui montrent que la perspective doit être réellement élargie. Et dans ce sens, 5 étoiles est aussi une de ces expressions, par le fait aussi que les revendications sont pas forcément contradictoires, mais enfin, elles partent un peu tous azimuts. C'est le point, je dirais, le plus commun aux Gilets jaunes. J'ai aussi lu toutes vos revendications, et 5 étoiles. Avec le problème, c'est que quand les revendications se contredisent par trop, ça renforce le vide politique qu'on évoquait tout à l'heure, et dès lors, ça peut ouvrir la porte à d'autres mouvements peut-être moins inspirés et inspirants. Mais on n'est pas 5 étoiles, du tout. Mais je vais vous faire répondre là-dessus. Par contre, nous mène droit dans le mur parce que depuis 20 ans, on mène cette politique. Abdeslam Amouche, je vous pose une question. Non, mais c'est important ce qu'il dit. Dans le mouvement Gilets jaunes, vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de choses. Il y a parfois tout et son contraire. Il y a des gens apolitiques, il y a des gens qui viennent de la gauche, il y a des gens qui viennent de la droite. Est-ce que ça peut finir par poser problème? Moi, je pense pas. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a voté pour différentes personnes aux élections, mais on a différentes en religions. réalité, je vais faire plus simple. Depuis 30 ans, en fait, on a réussi à nous diviser. Voilà. Et comme elle disait madame, nous, le peuple d'en bas, entre guillemets, on nous a divisés pour dire, voilà, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Si t'es pas avec moi, t'es contre moi, etc., etc. D'où on en arrive à des extrêmes. Et là, vous vous rassemblez. Oui. Aristide Pedraza, je vous vois opiner du chef presque avec les yeux qui brillent. C'est ce que vous attendez, encore une fois, depuis 50 ans. On nous a divisés, enfin, on est rassemblés. Moi, je trouve ce débat totalement merveilleux parce qu'on a évité quand même quelque chose qui est très frontal. Ce que le mouvement demande, c'est un autre partage de la richesse sociale. Voilà. Donc, le moment est venu que ceux qui ont les 5% qui profitent de la politique macronienne, comme ils ont profité de toutes les politiques qui l'ont précédé, ces 5%, faut qu'ils payent et que les gens puissent vivre. Deuxième chose, la démocratie représentative est à bout et nous le savons tous. Et donc, il faut inventer une démocratie nouvelle qui doit contenir une forte dose de démocratie de base et de démocratie directe. La vraie, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Tant que ces deux choses ne sont pas traitées, on ne peut pas dire comment est cette crise et quel est son noyau. Est-ce que vous décrivez, Aristide Pedraza, ça n'est pas propre à la France, à vous entendre? Nous allons y venir. En France se crée une qualité de front politique, de rencontre de gens, d'expérience, de composantes, qui, je l'ai dit dès le début, est une innovation. C'est nouveau ce qui se passe en France, tandis que le rapport avec l'histoire, avec de vieux courants, avec des crises, la crise de la gauche par exemple, terrible en Italie, qui l'anéantit et qui permet la poussée de nouveaux sujets politiques,
comme les Cinque Stelle, et qui sont eux-mêmes d'ailleurs en crise face à des formes de proto-fascisme, ou en tout cas de proximité chez Salvini. Donc, je vais dire, aujourd'hui, il faut courir le pari et avoir l'audace d'inventer des politiques nouvelles. Et les politiques nouvelles impliquent des rencontres. Et il n'y a pas de rencontre sans risque. Si l'on ne veut jamais croiser un fasciste, faut pas descendre dans la rue. Faut juste pas descendre dans la rue. Marilène Mioton, vous faites le lien, vous aussi, entre les Gilets jaunes, le mouvement 5 étoiles, pourquoi pas Matteo Salvini, pourquoi pas le Brexit, pourquoi pas même le 9 février 2014. Est-ce qu'il y a un point commun, un dénominateur commun, une sorte des gens qui disent collectivement stop, ce modèle, ça va trop vite, on n'en peut plus, on n'arrive plus à suivre, on veut, ou pas? Ou est-ce que c'est nous, les journalistes, qui voulons faire rentrer les choses dans des cases? Non, il y a bien sûr des révoltes et dans toute révolte, il peut y avoir une ressemblance. Mais si vous regardez par exemple avec les insurgés en Espagne en 2011-2012, c'était les jeunes qui étaient dans la rue, très bien formés, avec des métiers. Ils se trouvaient juste être au chômage, un chômage épouvantable. Alors que là, nous avons des gens qui ne sont pas forcément au chômage. Ce sont des gens qui travaillent et qui ne vivent pas de leur travail. Et ça, c'est un autre aspect des choses. Et qui gagneraient plus à être au chômage. Et qui gagneraient plus à être au chômage. Mais là où je pense que ça n'est pas, je vais dire un gros boulet, la France, pourquoi elle ne peut pas faire mieux? Parce qu'elle est surendettée. La France ne peut plus offrir ce qu'avaient par exemple apporté les accords de Grenelle, 35% d'augmentation du SMIC. Ça, c'était quelque chose. Ça a apporté une réponse à ce mouvement ouvrier qui avait rejoint les étudiants en mai 68. Là, on est obligé, je ne le reproche pas, de faire des petites mesures parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà, mais vous êtes en train de dire à la fois que c'est terrible, mais en même temps donner une raison à Emmanuel Macron qui est obligé de ne pas laisser filer la dette. Il a des choses à faire. Il devait dire d'autres choses. C'est pas possible d'avoir un char de l'État aussi lourd. Et en même temps de considérer qu'on doit imposer les gens qui travaillent. Qu'est-ce que vous feriez, vous demande Joachim Son-Forget. Alors moi, on va juste laisser répondre Marilène Mioton. Je ferai deux choses. Je réduirai le char de l'État, ce qui est une mesure libérale, pas ultralibérale, pas néolibérale, mesure libérale. À mon avis, si la France va mal, c'est pas par excès de libéralisme, c'est par manque de libéralisme. Tous les instituts qui étudient les pays... Oui, mais je le finis par la preuve, parce qu'il y a des faits quand même. Les études qui regardent quels sont les pays en tête de la liberté économique, égale libéralisme, on est d'accord. Mettre par exemple la Suisse en 4e, en premier il y a Hong Kong, puis Singapour, puis la Nouvelle-Zélande, peu importe. Une autre étude faite par d'autres milieux cherche à savoir quels sont les pays où les gens vivent le mieux en prenant différents critères. Et comme c'est bizarre, c'est complètement corrélé. Donc il ne faut pas venir me dire que le problème est un problème de système, c'est un problème de classe politique, de représentativité, alors, plus de libéralisme, de manque de démocratie. Et deux, vous avez dit deux. Non, c'était la deuxième, manque de démocratie. Moi qui ai pas écouté. Vraiment manque de démocratie. Joséphine Vicenne, vous êtes convaincue par la recette miotonienne? Je dirais qu'une partie, oui. On a des gens qui ont énormément d'argent. Ces gens-là, pourquoi prennent-ils leurs usines pour les envoyer à Pétaouchnok-les-Oies? Je veux dire que le président est allé dans le Nord et il a été insultant vis-à-vis des gens du Nord. Si ma cousine était à côté de lui, et je la crois parce qu'elle n'a jamais menti de sa vie, il a prétendu que les gens du Nord étaient des illettrés et il était aussi, descendant. Excusez-moi, monsieur, je ne... Si. Ça, c'est monsieur Hollande. Non, c'est monsieur Macron. Monsieur Hollande avait utilisé... Mais monsieur Hollande, il a dit... Je veux dire que quelque part, ça m'est égal... De toute façon, arrêtez de vous plaindre. Je veux dire que toutes ces arrogances vis-à-vis des gens qui sont de la base, on s'étonne après qu'il se dit tiens, on va lui donner un coup de pied aux fesses pour voir ce que ça donne. Je veux dire, il était président. On respecte les gens qui sont là et qui, une partie a voté pour lui, il ne sait pas qui, mais
Cette femme qui va le voir, monsieur, et qui lui dit, monsieur le président, je gagne 500 euros. On lui a dit simplement, écoutez, monsieur le général de Gaulle a dit, il fallait pas se plaindre. Mais quand on gagne 500 euros, on a le droit de se plaindre. Donc ce qu'on lui demande, c'est tout simplement de reprendre les richesses, de remettre des usines et de refaire tourner la France. Si vous êtes d'accord, Joséphine et Abdeslam Hamouche, je sais que vous voulez beaucoup intervenir. Il nous reste 12 minutes dans cette émission. On va parler de démocratie directe puisqu'on est en Suisse. Et si en Suisse on ne parle pas de démocratie directe, je ne sais pas où on va en parler. On vient de renouveler en Suisse, nous, notre... On va se demander d'abord... Évidemment, la Suisse peut être un modèle, mais on va se demander si on est à l'abri de cette question des gilets jaunes. On vient de renouveler notre gouvernement dans un calme absolument courtois et poli l'autre soir à Berne. J'aimerais quand même vous montrer trois chiffres que vous connaissez certainement par cœur, Nouria Gorité. C'est l'évolution des charges en Suisse dans le budget des ménages depuis 20 ans, depuis 96. 96-2016, les loyers ont augmenté de 30% en moyenne. Les primes d'assurance maladie, alors elles, ont augmenté de 150% en moyenne. Les salaires, eux, n'ont grimpé dans le même temps que de 25%. Est-ce qu'on est durablement à l'abri d'un mouvement comme les Gilets jaunes, Nouria Gorité? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas à l'abri de misère sociale. Ça, c'est vrai. J'ai plein de messages sur Internet qui me disent ça. Johanna Schneider qui nous dit il faut absolument revoir le système, faute de quoi on va se retrouver avec des gens dans la rue. Mais, enfin, disons, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est vrai que la Suisse, vous disiez, chère madame, que la Suisse, elle est riche de son libéralisme, mais disons, les richesses, elles sont très inégalement réparties aussi chez nous. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans des situations de précarité sociale, des gens qui vont plus chez le médecin parce qu'ils ont pris des franchises d'assurance maladie trop hautes, qui fait qu'ils peuvent plus aller chez le médecin se soigner. On a des personnes chez nous qui sont dans des difficultés d'accès aux études, alors qu'elles sont garanties par nos constitutions. Quand il y a une précarité, beaucoup de gens qui sont des working poor, qui travaillent, qui ont de la peine à boucler les fins de mois, qui ont de la peine à se loger. Ça, c'est une réalité sociale aussi dans notre pays, et ces chiffres le démontrent. En revanche, je pense que la crise des Gilets jaunes, enfin ce mouvement national, au fond, on est peut-être encore un petit peu éloigné de ça dans notre pays, dans l'immédiat. C'est quoi les ingrédients de l'antidote? L'antidote, eh bien écoutez, je vais plaider pour ma paroisse, je vais plaider pour le gouvernement vaudois. Nous avons essayé de faire de la politique, à savoir de dire voilà, de quoi les gens ont besoin. Je crois fondamentalement que les gens ont besoin de travailler. Donc, nous avons mis en place des mesures pour accompagner l'économie, pour qu'elle puisse réinvestir dans l'outil de travail, principalement de redonner un peu de mou à nos PME, qui sont celles qui, finalement, sont les plus grosses pourvoyeuses d'emplois. Dans le canton de Vaud, c'est 60% des emplois. Travailler. Et puis, donc, produire des richesses. Mais dès lors que ces richesses, elles sont pas aujourd'hui complètement équitablement redistribuées, on a pris en compte le fait que voilà, il y avait besoin d'augmenter les allocations familiales, nous le ferons, elles vont augmenter dans le canton de Vaud le 1er janvier. Il y aura la mise en place d'un bouclier pour que les gens ne payent pas plus que de 10% de leur salaire pour payer leur prime d'assurance maladie. Voilà, on soulage les classes populaires, les classes moyennes. Là, on parle que d'argent et de pouvoir d'achat. Je pensais que vous me parliez d'antidote, vous allez me parler de démocratie directe. Écoutez, d'abord, on a besoin de manger à la fin du mois, on a besoin de se loger, de donner une formation à ses enfants. Ça, c'est les besoins primaires. Et puis, comment est-ce qu'on y arrive? Je pense qu'en Suisse, on a un système démocratique qui est perfectible, qui est sans doute perfectible, mais on a effectivement une politique fédéraliste, un partage du pouvoir. Je crois qu'en France, moi, ce que j'attendais de la part de M. Macron, parce que j'avais entendu dans sa campagne des arguments de ce type-là, moi, j'aurais attendu qu'ils disent, voilà, cette 5e République, elle est morte. Je vais faire une constituante. Je vais redonner du pouvoir aux régions et rétablir la possibilité aussi pour les collectivités territoriales de lever l'impôt. Aujourd'hui, ce dont manque la France, c'est qu'aujourd'hui, l'argent est concentré, comme je le dis, à Paris. C'est Paris qui donne des allocations financières aux communes. Les seules taxes qu'ils pouvaient lever, les maires, c'était la taxe d'habitation, sauf erreur, et elle vient d'être abolie. Aristide Pedraza, pour votre plus grand malheur, j'imagine, c'est possible ou c'est impossible, les Gilets jaunes en Suisse? Je veux dire à Madame Nouria Gorité que dans tout ce que vous dites faire, je veux juste vous parler d'un collectif. C'est les nettoyeuses qui travaillent dans le service public vaudois. Nous nous sommes battus pour que ces femmes soient intégrées et soient convenablement payées. Aujourd'hui, je ne dis pas vous, mais votre gouvernement
poursuit une politique systématique de privatisation dans ce domaine en faisant baisser les salaires de 30 à 40%. Vous lui prédisez des gilets jaunes? Non, Madame la conseillère d'État, Madame la présidente, arrêtez cela. Deuxième chose. On vient d'augmenter aujourd'hui le salaire minimum. Réinternaliser les nettoyeuses. Réinternaliser les nettoyeuses. Arrêtez de nous faire de la théorie. Deuxième chose, élite de ce pays, faites très attention et ne touchez pas aux conditions de protection des travailleurs de ce pays qui ne sont déjà pas merveilleuses pour passer un accord pourri avec l'Europe. Eh bien, vous reviendrez, Aristide Pedraza, pour le... Ne le faites pas. Marie-Hélène Mioton, à vous de nous donner votre... Vous avez écrit, vous, dans le temps, et vous avez dit, les gilets jaunes en Suisse, impossible. Pourquoi c'est pas possible? Mais c'est pas pas de démonstration, 19 points, s'il vous plaît, Marie-Hélène Mioton, sinon je vais devoir vous couper comme Nouria Gorité. Quelques points. Quelques points. Quand même. C'est quand même indécent d'entendre dans une émission sur les Gilets jaunes français se plaindre de la situation en Suisse, quand bien même il y a des misères à soigner et à éviter à tout prix, mais c'est indécent. Madame Gorité vient de dire qu'elle vient de relever le salaire minimal des employés de l'État de Vaud, vous me corrigez, à 4 000 francs suisses. Fois 13. Fois 13. Pardon Marie-Hélène Mioton, mais je dis juste, je peux vous faire la liste. On peut passer ensemble la soirée sur le nombre de messages qu'on reçoit. Sandra Dunkel, de nombreuses situations sont similaires en Suisse. Plus aucun moyen d'épargner et des taxes souvent cachées, etc. Vous voulez que je vous dise qu'il est possible d'avoir des gilets jaunes en Suisse? Je vous réponds non, je ne vais pas vous le dire, vous le pensez. Non, mais peu m'importe. C'est pas possible parce qu'avant, on aura le peuple, non pas dans la rue, mais à faire signer des initiatives, à modifier les lois, à mettre au pouvoir des gens qui seront différents de ceux qui s'expriment aujourd'hui. Et ça n'est pas possible parce que quand on a, nous, des citoyens, la France a une opinion publique. C'est pas du tout la même chose. Quand on a des contribuables citoyens, ils sont des contribuables tout court, qui sont obligés de brouter ce qu'on leur donne à brouter. C'est pas possible en Suisse. Je vais donner la parole à Angéline Ferbruge, mais je vais lui demander d'écouter un autre président, le président de la Confédération suisse. Il était dimanche sur le plateau du 19-30, juste là au-dessus, l'invité de Jennifer Kovo. Il parlait du modèle suisse et de sa solidité, ou pas, on l'écoute. Nous devons être très attentifs à cette cohésion sociale, à la force que nous mettons sur le lien social, la solidarité entre les régions, entre les générations, entre les personnes qui ont beaucoup, celles qui ont moins. C'est ça la force de la Suisse. Et on voit, quand on regarde les pays qui nous entourent, les critiques, les discussions qui aujourd'hui existent, on voit à quel point cette solidarité qu'on a, elle est importante. On voit à quel point le fédéralisme dans notre pays est important. Également la démocratie directe. Vous savez, en Suisse, si quelqu'un n'est pas content avec une situation, il peut lancer une initiative populaire, il peut participer au débat. On va l'entendre. On a des contacts très faciles, très simples. Je crois que c'est quelque chose de très important dans le monde actuel. Alors ce modèle suisse tel que décrit par Alain Berset, il vous fait rêver, Angéline Ferbruge? Alors oui et non. En fait, nous, on veut vraiment, donc comme je vous disais, pouvoir donner notre point de vue ou proposer aussi une loi. Donc ça c'est le droit d'initiative. Voilà. Mais nous, on veut faire un référendum d'initiative citoyenne. Actuellement en France, on ne peut pas. On a besoin de modifier l'article 3. De la Constitution, qui prévoit que la souveraineté repose sur le référendum. Ses représentants, on le supprime, on met le peuple et référendum d'initiative citoyenne. Si. Après l'article 11, il faut le changer aussi, parce qu'actuellement, il n'y a que le président qui a le droit de faire quoi que ce soit. Donc nous, non, mais ce que je veux sans vraiment... les articles, juste sur les principes. Voilà. Ce que je veux vraiment que tout le monde comprenne, c'est qu'on a peut-être une liste de 49 à peu près revendications, mais à partir du moment, si tout le monde s'accorde pour avoir un référendum d'initiative citoyenne voté par le peuple et aussi un référendum législatif, on pourra avoir ces 49 revendications, parce que c'est nous qui pourrons les demander. Joachim Solfanger, vous êtes un peu le Suisse de l'Assemblée nationale, vous leur glissez des idées sur la démocratie directe là-dessus? Connaissant les deux systèmes, je sais aussi, peut-être malheureusement, mais que le référendum d'initiative populaire à l'échelle d'un pays grand comme la France ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner à l'échelle de l'État. Par ailleurs, vous avez une assemblée nationale démocratiquement élue il y a peu de temps.
Monsieur le député, en 20 ans, il y a eu un référendum ou deux maximum. 10. Les référendums, 10 depuis 58. C'est pas la bonne. C'est certainement pas la bonne façon de gouverner. Attendez, laissez-le répondre simplement. C'est important. Vous n'êtes pas non plus la majorité française. Laissez-le s'il vous plaît. Abdeslam Hamouche, laissez-le répondre. Pourquoi est-ce que vous le dites c'est impossible? Pourquoi est-ce que c'est impossible à l'échelle de l'État? Parce que la France est plus grande, parce que la France n'est pas décentralisée comme la Suisse, parce que la France n'est pas un pays avec des cantons et des länders, parce que la France n'est pas sur un régime de concordance qui. Et parce que c'est les banques qui dirigent, tout simplement. Mais attendez, mais laissez-le s'il vous plaît répondre. Donc la différence. Ici, c'est pas les banques, c'est moi qui dirige Angéline Ferbruge. Je le laisse répondre. Parce que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Mais si vous ne le laissez pas répondre, c'est impossible d'avoir une discussion, vraiment. Je vous garantis. Marilène Mioton. Mais par contre, il y aurait un intérêt à avoir une forme de pacte girondin plus important, parce que je l'ai déploré, je l'ai dit moi-même dans le cadre de ma campagne pour la direction d'En Marche, qu'il y avait un parisianisme trop important dans la politique française, une reproduction des élites, j'en suis convaincu également. C'est moins le cas aujourd'hui et ça doit être encore moins le cas demain, et surtout on doit écouter plus la France, des territoires. Moi je suis connu comme le député des Français de Suisse, mais je viens de ces territoires, j'ai grandi à la campagne, je sais ce que c'est, je sais que cette France-là n'est pas assez écoutée, et ça c'est une réalité. Et ce qui est une réalité, c'est qu'il y a eu en effet une trahison des élites, de certaines parties de la haute fonction publique, de certaines parties de la réussite. S'il vous plaît, Abdeslam Hamouche, déjà les chiffres sont pas justes. Beaucoup moins vrai. Et ça sert à rien de parler en même temps, on n'entend rien, franchement. Et donc, je pense qu'il y a en effet quelque chose qui va mettre du temps, c'est qu'il faut retrouver la confiance avec certaines élites qui ont en effet trahi le peuple, et ça c'est une réalité. Mais par contre, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, et surtout on ne peut pas empêcher les gens d'avoir envie de réussir. Mais l'aspiration dans un monde libéral à chacun de réussir, en fait, paradoxalement, génère aussi de la frustration, parce qu'il y a une perception que chacun peut réussir, et sauf que parfois, parce que le système est perfectible, tout le monde n'arrive pas à réussir. Et c'est ça qu'il faut faire, cet équilibre entre ce goût du libéralisme, parce que le goût de pouvoir s'émanciper, et aussi la solidarité nécessaire. Et ça, les services de l'État, sont là pour le mot de la fin sera pour Olivier Meuvely. Aristide Pedraza, le mot de la fin sera pour Olivier Meuvely. Est-ce que la question de la représentation, de la démocratie directe, s'il vous plaît, est-ce que la question de la démocratie directe va pas être, de la démocratie, de la représentation va pas être la grande question sur le continent dans ces 15 prochaines années? Sans aucun doute. L'argument de la taille du territoire, on nous le ressort depuis 2 siècles à peu près, donc il faut être prudent. En revanche, ce qui est clair, c'est que le transposer tel qu'est le système suisse en France, en effet, ce serait illusoire. En revanche, l'idée qui figure dans votre programme, et qui est reprise d'ailleurs, qui figure également dans le programme de campagne de Bruno Le Maire, d'obliger le Parlement, avec X dizaines ou centaines de milliers de signatures, à traiter d'un projet de loi, ça peut être alors une zone intermédiaire, je dirais, vers un acte plus démocratique dans la vie politique française. Le Kosovo connaît d'ailleurs cette règle-là, et il n'y a pas de raison que la France puisse l'adopter. Et ça, je pense, c'est le point important. Eh bien, merci. On a dépassé largement le temps qui nous était imparti. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi chez vous. Joséphine, Abdeslam, Angéline, vous retournez sur les ronds-points demain? Ah, ce soir? Ce soir. Dès ce soir. Il faut faire un briefing. Et vous, ça vient. On va débriefer. Eh bien, merci. Bonne chance pour la suite de votre combat. Infrarouge revient mercredi prochain avec un nouveau débat d'actualité qui sera houleux, avec un début qui sera moins raté que celui-ci. Je vous le promets, mais enfin, ça fera du bêtisier pour Noël. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine sur la RTS ou sur les ronds-points. Bye bye. Oh Dieu!